Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. La semaine qui s'achève aura été marquée par la dégradation de la note américaine par l'agence Fitch. Les États-Unis qui ont perdu un deuxième triple A. Ils avaient il y a quelques années encore 3 triple A auprès de l'agence Standard & Poor's, de l'agence Moody's et de l'agence Fitch. En 2011, Standard & Poor's, après des problèmes liés au relèvement du plafond de la dette et donc un shutdown, qui était une fermeture temporaire de certains services aux États-Unis. Les États-Unis avaient perdu leur premier triple A. Cette fois-ci, c'est Fitch qui dégrade la note des États-Unis en enlevant leur triple A et en faisant passer la note donc de triple A à double A+. C'est vrai que le timing est un peu surprenant parce qu'on aurait pu comprendre ça en pleine négociation sur le plafond de la dette il y a encore 2 ou 3 mois de cela. Donc le timing interpelle un petit peu, mais c'est vrai que c'est une nouvelle fois la trajectoire budgétaire américaine et la trajectoire fiscale américaine qui a été un petit peu pointée du doigt. Et donc il ne reste plus qu'un triple A du côté des États-Unis au niveau de l'agence Moody's. Alors est-ce que c'est un élément très grave d'un point de vue de la note de manière absolue, ça reste une excellente note. Même si vous avez double A+, ça équivaut à un 19,5 sur 20 au lieu d'un 20 sur 20 en termes de note. Donc ça reste quand même une excellente note, mais c'est un rappel qui est fait aussi, qui a été fait à d'autres pays sur la trajectoire budgétaire à moyen terme. Et puis c'est aussi un message un petit peu d'avertissement par rapport à ces crises à répétition sur le relèvement du plafond de la dette. En tout cas, cette semaine, ça a un petit peu joué le rôle de catalyseur dans la baisse des marchés, parce que le début de la semaine, si on se souvient bien, avait été marqué par la publication d'indices d'activité, notamment dans le secteur manufacturier. Ça avait commencé par la Chine, avec une mauvaise surprise. Le PMI manufacturier pour la Chine est retombé en zone de contraction au mois de juillet. Il s'affichait un petit peu au-delà de 49, alors que le consensus l'attendait au-delà de 50. Et on rappelle que 50, c'est la zone qui sépare la zone d'expansion de l'activité par rapport à la zone de contraction qui est en dessous de 50. Donc ça avait commencé comme ça, et les marchés avaient déjà commencé à baisser en début de semaine sur les PMI d'activité en Chine. Et puis ensuite, on a eu les PMI d'activité en Europe, les PMI finaux pour l'activité manufacturière. Et là, confirmation que le PMI de l'Allemagne est toujours en très très large contraction à 38,8. Ce sont des zones de forte dégradation de l'activité manufacturière en Allemagne. Pour mémoire, c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis la pandémie et au-delà de ça, depuis la crise des subprimes. Ou plutôt dit autrement, la dernière fois qu'on avait vu de tels niveaux de dégradation de l'activité ou en tout cas du PMI manufacturier, c'était en plein cœur de la pandémie en 2020 et la fois d'avant lors de la crise des subprimes. Alors attention, ça ne veut pas dire que l'économie allemande est au bord du collapsus et de l'effondrement. Ça veut dire simplement qu'il y a une faiblesse qui est manifeste dans l'appareil productif et l'appareil manufacturier allemand. On connaît une partie des origines, le stress d'abord sur l'énergie, l'hiver dernier. Il y a ensuite le ralentissement de la Chine aussi qui impacte l'activité allemande. Il y a l'activité même au sein de la zone euro aussi qui par les systèmes d'export, d'échange, impacte l'activité en Allemagne. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que l'Allemagne a, à travers cette phase difficile, l'Allemagne qui a connu, on le rappelle, une récession entre la fin d'année dernière, ou plutôt une récession qu'on a vue et qui s'est donc mise en place sur 2 trimestres, fin d'année dernière et premier trimestre cette année. L'Allemagne, dont la croissance n'est toujours pas au rendez-vous, même si elle est techniquement sortie de sa récession, parce qu'il y a une croissance nulle en fait au deuxième trimestre, ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas eu de croissance négative, donc fin de la récession d'un point de vue technique, mais ça reste quand même un chiffre pas terrible, même si vous n'êtes plus en récession, 0 de croissance au deuxième trimestre, ça reste quand même très très moyen. Et donc on est toujours dans ce système-là, au niveau européen, au niveau mondial même, on va en parler tout à l'heure des États-Unis, où l'activité manufacturière à l'échelle mondiale est contractée. Et ça n'a pas plu au marché. Pourtant, c'est pas nouveau. Ça fait des mois qu'on a des indices d'activité qui sont contractés, c'est pas nouveau. Mais là, c'est un petit peu le catalyseur de la baisse des marchés cette semaine, avec, donc on en parle, la dégradation de l'agence Fitch par rapport à la note américaine. Et puis, on a aussi des indices d'activité dans les services qui ralentissent. On a déjà parlé de ça. La France, par exemple, qui avait pourtant un indice d'activité dans les services, un indice PMI qui était justement qui est très dynamique pendant plusieurs mois. Là, c'est
ce mois dernier ou ces 2 derniers mois, je ne sais plus exactement le nombre de mois, mais en tout cas récemment, on est passé en zone de contraction. Et l'activité manufacturière l'est aussi. Donc oui, ça veut dire que ce qui permettait aussi à des pays de la zone euro de maintenir un niveau de croissance, c'était aussi largement l'activité dans les services. Et on voit que ces indices d'activité dans les services, eux aussi, sont en train de ralentir, voire de se contracter pour certains. Et donc, on ramène tout ça après au contexte de politique monétaire à l'échelle européenne, avec une banque centrale européenne qui a récemment encore relevé les taux, qui laisse en revanche une position assez ouverte pour la réunion de septembre, n'ayant pas confirmé donc de nouvelles hausses de taux, alors que jusqu'à présent c'était quasiment régulier. À chaque fois que la BCE finissait une réunion, en gros elle ouvrait la voie à une hausse de taux à la réunion suivante. Là on sent que c'est un peu plus ouvert maintenant comme discussion, très data dépendant, mais ce que le marché se dit en voyant ces indices d'activité là et puis ces chiffres de croissance molles qu'on a eu, alors même si la croissance au deuxième trimestre pour la zone euro a surpris à la hausse par rapport au consensus, les indicateurs avancés, eux, nous dépeignent un tableau pour le second semestre qui reste fragile, si vous voulez. Sachant que la croissance aussi européenne, même sur le début d'année, n'était pas une croissance archi-dynamique. Elle était résiliente, certes, par rapport à l'hiver qu'on a connu, aux problèmes liés à l'énergie ou autres, mais ce n'est pas non plus des rythmes de croissance très enviables et qui sont acceptables par les pays européens. Donc, les indices d'activité que l'on a là, ce qu'on appelle les indicateurs avancés, eux nous dépeignent une seconde partie d'année qui risque d'être un petit peu plus délicate. Et c'est ça que le marché a semblé intégrer cette semaine un peu plus fortement. Les effets de la politique monétaire, ça les banquiers centraux nous le rappellent, aussi bien Christine Lagarde que Jérôme Powell, les pleins effets de la politique monétaire, en tout cas une bonne partie des effets de la politique monétaire doivent encore se faire sentir, et même si après on ne monte plus les taux, eh bien, il y aura toujours des taux en territoire restrictif, il y aura toujours des réductions de bilan de banques centrales qui vont s'appliquer, et donc ça crée toujours un environnement de fatigue en fait pour le consommateur, parce que les taux de crédit sont chers, le crédit, on le voit sur les statistiques européennes, le crédit disponible n'est plus là, beaucoup moins là en tout cas. On voit que les flux de crédit à la fois pour les ménages et les entreprises au niveau de la zone euro, la croissance a très très largement ralenti sur des niveaux même pour les ménages qu'on n'avait pas vu depuis 2016-2017. Donc c'est un vrai ralentissement du crédit en zone euro et on ne voit pas comment dans le contexte des mois à venir la dynamique de crédit pourrait subitement s'inverser. Ou là il faut vraiment des messages très différents de la part de la Banque Centrale Européenne, ce qui sera peut-être possible d'ici la fin d'année, mais pas forcément, même probablement pas au troisième trimestre. Et donc ce contexte-là doublé également je dirais pas d'une rigueur budgétaire des États européens, mais d'une plus grande discipline budgétaire à l'échelle européenne. On voit bien que ce n'est plus l'heure des dépenses fiscales et du gros de la dépense budgétaire. Il faut trouver des ratios de dette par rapport au PIB qui soit plus proche des 3% que des 4, 5 ou 6% qu'on avait connus pendant la crise Covid. Et donc voilà, tout cet ensemble-là, eh bien, ça crée une fatigue économique en fait, une fatigue des consommateurs aussi, un stress aussi pour les entreprises. Et donc, les marchés européens, cette semaine, ont acté de ça. Alors qu'ils étaient assez proches de niveaux élevés, même proches de leur record pour certains, comme le DAX par exemple, tout de suite, vous voyez que l'espace de 2-3 jours, on est venu réintégrer une espèce la zone de consolidation dans laquelle ces indices évoluaient déjà depuis 3-4 mois. Du côté des États-Unis, donc on l'a dit, il y a eu cette dégradation. Il y a aussi eu des indicateurs d'activité qui montrent que l'économie ralentit. Alors, ce qui n'est pas nouveau, c'est d'avoir un ISM manufacturier, donc, qui traduit l'activité dans le secteur manufacturier, qui est toujours contracté. Ça fait déjà des mois qu'on y est, donc il n'y a rien de nouveau de ce côté-là. En revanche, on avait un ISM service, toujours en expansion, mais un peu plus faible que le mois précédent. Donc on voit aussi que sur la partie service, ça ralentit un petit peu. C'est tout sauf catastrophique, attention. L'ISM service, il est encore proche des 53, ça reste un bon indice d'activité, mais on voit quand même que la tendance de tous ces indicateurs soft est au ralentissement. Et si on intègre, on synthétise tous les indicateurs avancés américains, ce qu'on appelle les indicateurs soft, eh bien on voit qu'il y a quand même par rapport à leur niveau d'il y a un an, des niveaux de ralentissement qui sont très importants. Et historiquement, quand on a connu ce genre de degré de ralentissement aussi important sur les indicateurs avancés, historiquement sur une cinquantaine d'années, ça a quasiment tout le temps, même tout le temps, si on regarde depuis une cinquantaine d'années, à chaque fois qu'on a eu ce degré de ralentissement des indicateurs avancés, il y a une phase de récession, plus ou moins importante, mais qui a suivi. Donc, vous voyez que le second trimestre, on a l'impression que le marché réintègre un peu ça. Il y a peut-être un petit risque que l'activité américaine ralentisse aussi, alors qu'elle était très résiliente, on l'a encore vu sur les chiffres de croissance du deuxième trimestre, mais qui sont peut-être une photographie d'une économie qui n'est plus l'économie actuelle et qui ne sera peut-être plus celle dans 2 ou 3 mois. Mais donc on a l'impression que ça dit un peu ça, que cette semaine, en tout cas, on verra les semaines prochaines, la semaine suivante ou autre, mais cette semaine, en tout cas, c'était ça l'humeur du marché. Vous voyez, il y a même eu des révélateurs de l'humeur du marché, c'est qu'on a même des statistiques sur l'emploi, par exemple, le chiffre JOLTS qui mesure les emplois vacants,
l'argent qui s'est un petit peu replié. On a des composantes d'emploi dans l'ISM manufacturier qui montraient un petit repli. On voit également les statistiques de fin de semaine, rapport sur l'emploi, le NFP est un petit peu moins fort que le mois précédent. Donc, je ne dirais pas que ça traduit une détente forte du marché de l'emploi. Ça, c'est quand même dans le marché de l'emploi, on le voit que le taux de chômage toujours à 3,5 ou 3,6%, c'est un marché d'emploi qui reste globalement assez tendu. Mais vous voyez, ces signaux quand même un peu faibles que l'on a finalement, on pourrait qualifier comme ça de signaux faibles de détente du marché de l'emploi, eh bien, vous voyez, cette semaine, ça n'a pas boosté le marché. Ça aurait pu le faire, justement parce que ça va dans le sens de ce que veut la Fed. Et donc, si on s'approche de ce que veut la Fed, elle ne montera plus les taux et elle sera un peu plus cool à un moment donné. Donc, vous voyez, c'est le genre de statistique qui aurait pu plaire au marché, mais il était plutôt embarqué dans une thématique de, tiens, si les statistiques sont aussi sur l'emploi, se détendent très légèrement, mais qu'en plus on a des PMI et des ISM qui ralentissent, eh bien, ça veut dire qu'on est peut-être aussi en train d'être embarqué dans une phase de ralentissement économique, et puis les effets de la politique monétaire de la Fed vont encore se faire sentir. On le voit déjà très bien sur le marché de l'immobilier américain, ça fait des mois que ça dure, il y a un vrai effet contraignant des taux. Et donc, si on doit encore porter ces niveaux de taux pendant 3, 4 ou 5 mois avant que la Fed ne change réellement d'avis, eh bien, c'est là que le marché se dit, il y a peut-être un risque d'érosion effectivement de l'activité économique parce que l'inflation cœur, on le rappelle, est toujours à 4,8% aux États-Unis. C'est ça l'inflation importante. C'est l'inflation cœur, hors alimentation et hors énergie. Elle est encore à 4,8%, c'est-à-dire 2 fois et demi au-delà de l'objectif de la Fed. Donc, voilà ce qui attire notre attention cette semaine. Et donc, dans ce contexte-là, la volatilité des marchés actions a un petit peu rebondi. On est revenu chercher une zone de 17 de volatilité pour le SP500, donc le fameux VIX est monté jusqu'à 17 alors qu'il évolue dans une zone à 12-13 un petit peu auparavant. On a un rebond de la volatilité également sur les valeurs technologiques. Voilà, c'est à noter. Il n'y a pas de panique, il ne faut pas le traduire comme ça du tout. Simplement, il y a on reprice un petit peu une forme de risque macro qui avait peut-être un peu trop disparu des écrans radars des marchés, donc c'est pas malsain. Ça entraîne quelques prises de gains sur les marchés actions américains, ça prolonge la consolidation des gros indices européens, et c'est évidemment pas une mauvaise chose parce qu'on avait des prix sur le marché actions US qui redevenaient un petit peu chers quand même. On avait quasiment des 20 fois les multiples en ce qui concerne les ratios cours-bénéfices par rapport aux résultats anticipés à 12 mois, donc c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis l'envolée des cours et l'envolée des ratios. Donc en 2021, au moment où les taux de la Fed étaient à zéro, où les rendements réels étaient négatifs. Or, aujourd'hui, tout le monde a bien conscience que le contexte de taux a très très largement changé par rapport à 2021. Donc retrouver à peu près les mêmes niveaux de cherté que début 2021 quand tout ceci accélérait très fortement, alors qu'aujourd'hui vous avez des rendements à 5% sur des maturités courtes américaines et que les rendements réels sont passés positifs, une large partie d'entre eux en tout cas, vous voyez que c'est là qu'on considère qu'effectivement c'est un petit peu cher peut-être pour les actions et que les perspectives macro sont peut-être un peu plus délicates dans les 3 ou 4 prochains mois que jusqu'à présent. Donc ça justifie effectivement ce qu'on a vu cette semaine sur les marchés, à savoir quelques prises de gains. Et c'est pas pour autant que c'est un crack ou que c'est très dangereux, mais ça fait partie d'un processus un petit peu de normalisation, je dirais, des valorisations. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Voilà pour la synthèse de la semaine écoulée. Rapidement, ce qui nous attend pour la semaine prochaine. C'est une semaine qui sera assez peu chargée en termes de statistiques, mais la principale, tout le monde en a bien conscience évidemment, c'est l'inflation américaine. En plein milieu de l'été, la semaine prochaine, on aura les chiffres d'inflation aux États-Unis, l'inflation globale, l'inflation cœur. Alors que dit le consensus par rapport à ça? Le consensus pour l'inflation globale attend un petit rebond. On a une inflation à 3%, inflation globale, je dis bien, qui était à 3% à la dernière publication. On attend un rebond à 3,3%. Rien de dramatique, mais on attend quand même un petit rebond. Et pour l'inflation cœur, on le disait, elle est à 4,8% en données annuelles et on l'attend toujours à 4,8% la semaine prochaine. Ce sera le principal rendez-vous de la semaine prochaine. En dehors de ça, on aura également des éléments sur la balance commerciale chinoise. Important à surveiller, notamment la partie export. Est-ce que il y a une nouvelle dynamique qui s'installe sur la partie export chinoise qui ferait du bien à la Chine, parce que on a vu cette semaine et même les semaines précédentes, on a vu les mesures un petit peu de soutien qui sont assez légères pour l'instant, mais des mesures de soutien commencer à apparaître pour le secteur immobilier, pour les consommateurs, quelques mesures comme ça qui apparaissent. C'est pas encore le bazooka, c'est pas encore une relance massive, mais on voit que ça commence à réagir un petit peu du côté des autorités chinoises. Donc on verra la semaine prochaine s'il y a quelques signaux d'amélioration du côté de la balance commerciale notamment et du côté des exportations à surveiller donc, et puis quelques discours de speakers de la Fed, la semaine prochaine, donc on verra ce qu'ils pensent de ce dernier rapport sur l'emploi qu'on a eu aujourd'hui, et puis on aura également des données sur le moral des consommateurs américains en fin de semaine prochaine. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.